Maliens étaient aux urnes ce matin pour élire leur président. Un scrutin paisible dans l'ensemble, mais aussi un scrutin déterminant qui doit apporter stabilité et réconciliation après 18 mois de crise politique et militaire. Le ministère en charge de la Défense engage la lutte contre les coupeurs de route. Le ministre Paul Kofi Kofi était en tournée à l'intérieur du pays pour mobiliser les troupes contre ces braqueurs. Une nuit à la belle étoile sur la plage de Copacabana à Rio au Brésil. 3 millions de jeunes catholiques ont assisté à la messe célébrée par le pape François. Aujourd'hui, une messe pour marquer la fin de la 28e édition des Journées mondiales de la jeunesse. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. Direction Yamoussoukro pour commencer. La 3e conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso a débuté cet après-midi. Elle a été présidée par les ministres d'État, ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, Charles Kofi Dibi et Djibril Bassolé. Alvaro Assa est notre envoyé spécial dans la capitale politique. C'est après les travaux des experts ivoiriens et burkinabés sur le traité d'amitié et de coopération des deux pays qu'a eu lieu cette rencontre dite Conseil conjoint des ministres sectoriels. Ce conseil a regroupé plusieurs membres des gouvernements ivoiriens et burkinabés. Charles Dibi Kofi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, et Djibril Bassolé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso, ont rappelé que ce conseil doit dresser l'état d'exécution des décisions et engagements pris par les présidents Alassane Ouattara et Blaise Compaoré lors de la 2e conférence au sommet tenue en novembre 2011 à Ouagadougou pour une dynamique d'intégration entre les deux pays. La poursuite de nos travaux ici même à Yamoussoukro devra nous permettre de finaliser et de valider nos conclusions sur l'ensemble des dossiers à nous soumettre. Nous avons donc l'impérieux devoir de satisfaire nos populations à travers les réponses qu'il nous faudra apporter ensemble aux besoins de relever les nouveaux défis qui se dressent encore dans l'œuvre de consolidation de notre coopération. Nous aurons à passer en revue les 19 projets d'accord qui ont été élaborés et soumis à notre attention, et nous aurons enfin à évaluer les perspectives d'avenir. Tous deux ont enfin reconnu par ailleurs que les populations des deux pays attendent beaucoup de cette 3e conférence au sommet. Ils espèrent donc que les conclusions permettront de renforcer les leviers de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les premiers ministres burkinabés et ivoiriens sont arrivés ce soir à Yamoussoukro. Luc Adolphe Tiao et Daniel Kablan-Duncan vont présider demain le conseil conjoint des deux gouvernements ivoiriens et burkinabés, conseil relatif à la 3e conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. On les écoute au micro d'Alvaro Assa. C'est un exemple presque unique sur le continent africain. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons être fiers que nos chefs d'État aient consolidé ce traité et nous ont donné des orientations pour que nous puissions renforcer davantage les relations entre les deux pays. Je suis sûr et certain qu'à l'issue des travaux de ce sommet, nous aurons fait encore un grand pas en avant dans le renforcement des relations entre nos deux pays et particulièrement dans le domaine du développement économique et social. Je voulais simplement noter que peut-être 2 dossiers me semblent très importants. L'autoroute entre Abidjan et Ouaga et le chemin de fer qui doit relier donc Abidjan, Ouaga, Tambao et la modernisation. Ce sont des dossiers très forts sur lesquels nous avons déjà travaillé et pour lesquels aussi nous devrons donc avancer. Et comme vous le savez aussi, il y a le passage au numérique. Oui, je vous l'annonçais en début de journal, près de 7 millions d'électeurs, 27 candidats, dont une femme. Les Maliens étaient aux urnes ce matin pour élire leur président. Un scrutin déterminant qui doit apporter stabilité et réconciliation après 18 mois de crise politique et militaire. Le vote s'est déroulé dans le calme et l'enjeu reste la participation. Sylvie Touré est notre envoyée spéciale au Mali. Du beau monde ce dimanche au centre de Sébenikoro à Bamako. Ce groupe scolaire est l'un des 13 075 lieux de vote retenus pour le premier tour de la présidentielle.
tout comme le lycée Mamadou Sarr, plus aéré. Le scrutin se déroule dans le calme. Les uns après les autres, les électeurs en possession de leur carte glissent leur bulletin dans l'urne. Moi, je suis une bonne citoyenne. J'aime mon pays et je vote. Et je viens d'accomplir mon devoir et mon droit de vote. Cette élection, quand même, à mon avis, quand même, ça a été bien organisé parce que les fraudes seront minimes. Et puis, vu la carte biométrique qui a été mise en place cette année, là, donc maintenant, ça permettra à tout un chacun vraiment d'élire son président de choix. Ceux qui n'ont pas pu retrouver leur bureau de vote sont aux prises avec une technologie capricieuse. La réponse aux SMS de renseignement sur les lieux et les bureaux de vote ne s'affiche pas après 10 secondes comme promis par l'opérateur. 20 minutes, je suis en train de chercher. Une difficulté qui ne freine pas la motivation des électeurs. Ils continuent de chercher. Ils sont au total 6 829 696 électeurs appelés aux urnes ce dimanche pour départager 27 candidats et permettre au pays, déchiré par une crise depuis 18 mois, de renouer avec la démocratie. Les premiers résultats sont attendus ce mardi. Et le président par intérim, Dioncounda Traoré, a voté ce matin. Il a invité les 27 candidats à rester démocrates jusqu'au bout et à respecter le verdict des urnes. On l'écoute au micro de notre envoyé spécial, Sylvie Touré. Je suis très satisfait des conditions générales d'organisation de ce scrutin. Je pense que des mémoires de Maliens, c'est le meilleur scrutin qu'on organise depuis notre indépendance. L'appel que je lance aux candidats, c'est qu'ils soient véritablement démocrates jusqu'au bout. Vous savez, en démocratie, c'est la loi de la majorité. Quand on vote, on peut gagner, mais on peut aussi perdre. Et Sylvie Touré a aussi tendu son micro à certains candidats. Ils sont au nombre de 3. Il s'agit de Modibo Sidibé, de Soumaïla Sissé et d'Ibrahim Boubacar Keïta. On les écoute. Il y a une bonne influence. Je crois que c'est un jour historique, une victoire de la démocratie. Il est heureux qu'il faut qu'on salue les Maliens. Ils sont en train de sortir à ce qu'on voit à ce stade, en tout cas, assez massivement pour accomplir leur devoir citoyen. Et nous souhaitons vivement que ce suffrage-là soit sécurisé et que l'expression soit pleine et entière. Une pensée d'abord pour toutes les victimes de la guerre et de la crise. J'espère que leur sacrifice ne sera pas vain. Ensuite, j'ai une pensée pour tous ceux que j'ai rencontrés dans ce pays. Les jeunes, les femmes, les enfants, qui sont en quête de bien-être, qui sont en quête d'un meilleur avenir. Aujourd'hui, nous posons un acte pour eux, pour consacrer notre engagement pour le développement de ce pays, dans la paix et dans la sécurité. On ne peut rien faire dans un pays désuni, dans un pays qui ne se comprend pas. Ma première tâche sera de faire en sorte que les Maliens se parlent, que les Maliens se comprennent, que les Maliens échangent comme du passé entre eux, que ce commerce humain fécond qui a été la caractéristique de notre pays au long des siècles redevienne la donne. Cela sera ma tâche première. Et une fois cela fait, refonder l'État malien. Les Maliens de Côte d'Ivoire ont aussi voté ce matin. Plus de 100 000 électeurs étaient attendus dans les bureaux de vote ce dimanche. Et il y avait au total 149 bureaux de vote repartis dans les 2 grandes villes du pays, à savoir Abidjan et Bouaké. Suivons le déroulement du vote à Abidjan avec Victorine Oyoboué. C'est l'affluence ici au Collège moderne du Plateau. Depuis 7 h du matin ce dimanche, les Maliens viennent des différentes communes pour élire leur nouveau président. Parmi eux, l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, le général Seydou Traoré. Je suis très satisfait de voir qu'il y a une affluence massive ici, dans ce centre de vote. La même affluence est constatée un peu partout, ici à Abidjan et aussi à l'intérieur de la République de Côte d'Ivoire. Le consul de Bouaké qui est fait d'œuvre là-bas également, où tout se déroule également bien, parce que nous avons pris la température là-bas. Malgré la mobilisation, certains électeurs maliens en Côte d'Ivoire auront du mal à accomplir leur devoir civique. Mon problème, c'est ma carte, je cherche. Je n'arrive pas à retrouver mon nom. J'ai fait un enrôlement au Mali, on m'a dit que ça doit venir ici parce que je suis résidé à Abidjan.
lorsque je vais arriver de parquet à l'ambassade, bon, aujourd'hui on m'a dit de venir ici, voter ici, je n'arrive pas à trouver mon nom dans les listes. Je n'ai pas eu mon carte. J'ai cherché partout, je n'ai pas eu. Je suis venu encore, je n'ai pas eu. Donc je ne sais pas ce qu'il fait même. Je dois voter. Il faut dire que d'abord, nous n'avons pas pu recenser tous les Maliens présents ici en Côte d'Ivoire. Ça, nous le regrettons très sincèrement. Évidemment, nous avions ce contrainte de temps. Deuxième difficulté, évidemment, ce sont les distances. Ici, nos populations sont éparpillées sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire. Jusqu'au fin fond du pays, il faut qu'on aille rejoindre les Maliens et il faut que les Maliens votent. Au total, 100 605 Maliens sont attendus dans les 149 bureaux de vote d'Abidjan et de Bouaké. L'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire a bon espoir que cette élection présidentielle se passe dans la sérénité. La présidentielle constitue en effet un tournant décisif dans la résolution de la crise malienne. Les accords de Ouagadougou prévoient 2 mois après cette élection des négociations entre le gouvernement et toutes les autres composantes du Mali pour entamer la reconstruction du pays. À l'intérieur du pays, à Divo précisément, les Maliens ont aussi voté. Suivons le déroulement du vote avec Noël Niagno. Divo, en Côte d'Ivoire, à plus de 200 km au nord d'Abidjan. Groupe scolaire Plateau, le seul lieu de vote de la communauté malienne résidant dans la localité. Une mobilisation record pour une élection de sortie de crise. Vous constatez bien avec moi que la population malienne de Divo est plus que jamais mobilisée. Tout le monde aura compris qu'il faut absolument ce moment précis pour sortir de cette crise. Le préfet de région, le sous-préfet sont venus vérifier la régularité des élections au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Les forces de sécurité pour encadrer les électeurs. Une somme d'action saluée par le secrétaire général de la communauté malienne de Côte d'Ivoire. Un remerciement infini d'abord aux autorités ivoiriennes et précisément aux autorités de Divo qui n'ont ménagé aucun effort pour vraiment nous soutenir. Ouvert ce dimanche à 7h, les 2800 électeurs répartis dans 6 bureaux de vote ont jusqu'à 18h pour choisir parmi les candidats le plus apte à conduire le Mali vers plus de paix et davantage de développement. Et les Zimbabwéens sont aussi appelés aux urnes mercredi prochain pour des élections générales pour la présidentielle. Ils devront départager le président au pouvoir depuis 33 ans, Robert Mugabe, et son premier ministre Morgan Tsvangirai. L'élection doit mettre fin au fragile gouvernement de cohabitation instauré en 2009 après la dernière présidentielle et sous la pression internationale pour éviter une guerre civile dans le pays. Et c'est l'impasse politique en Égypte. Le nouveau pouvoir insiste sur sa ligne de fermeté face aux partisans du président islamiste déchu, Mohamed Morsi, des partisans toujours mobilisés au lendemain de la mort de 72 personnes dans des affrontements avec la police. Le nouveau pouvoir annonce désormais sa volonté d'en finir avec la contestation des islamistes. Ce dimanche, des heurts ont éclaté entre pro et anti-Morsi à Port Saïd, c'est au nord-est du pays. 2 personnes ont trouvé la mort. On revient en Côte d'Ivoire avec ces questions. Les régimes douaniers économiques, quelles sont leurs modalités et leur fonctionnement? Un expert de douane justement a tenté de répondre à ces questions au micro de Landry Pono. Les régimes douaniers économiques sont des systèmes de faveur que l'administration des douanes accorde aux opérateurs économiques. Ce sont en quelque sorte des arrangements qui permettent d'importer, stocker, transformer ou réexporter des marchandises en suspendant leurs taxes. Exemple de l'entrepôt de stockage. L'entrepôt consiste donc à importer et stocker sur le territoire douanier. L'avantage, c'est qu'une fois que le stockage est fait, vous avez le choix. Soit vous réexportez le produit, si vous avez des commandes extérieures, et à ce moment vous ne payez pas les droits, soit vous mettez à la consommation. Mais si vous ne prenez pas à la quantité, ça ne serait pas trop intéressant pour vous. Si vous avez effectivement des clients locaux et que les quantités ne sont pas très importantes, je ne vois pas où ça peut vous intéresser, quoi. Il y a des obligations quand même qui sont derrière. En Côte d'Ivoire, 7 grandes catégories de régimes économiques sont utilisées par les douaniers, mais restent peu connues des acteurs de la vie économique. Pour rectifier le tir,
une série de formations organisées à l'attention des opérateurs économiques par l'administration douanière. Les régimes douaniers économiques, sujet de la présente rencontre, peuvent en bénéficier toutes les entreprises en règle vis-à-vis des différentes administrations fiscales de Côte d'Ivoire et vis-à-vis des caisses de prévoyance sociale. L'unité spéciale de contrôle sanitaire du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a fait cette semaine descente sur le terrain et l'opération a permis donc à l'unité de visiter au moins 3 communes du district d'Abidjan. L'opération a été fructueuse puisque des centres de soins illégalement installés ont vu leur matériel saisi, nous dit Thomas Xesambi. Ne vous fiez pas aux enseignes, pourrait-on dire. Ce centre de soins, situé à Koumassi, commune du district d'Abidjan, est loin d'être autorisé à ouvrir ses portes pour des soins. C'est la 2e fois en moins d'une semaine et après avertissement que l'unité spéciale de contrôle sanitaire du ministère de la Santé se rend sur ces lieux. Pareil, la turbine est dans un état délabré, vétuste, et puis le surpoids, le mur que nous touchons présentement, n'est pas une mur plombée, de sorte que les rayons X traversent le mur. Et comme le service est mitoyen à des riverains, alors ça expose la vie de ses concitoyens. Dieu seul sait si la proximité de ce centre d'avec l'hôpital général de la commune ne favorise pas ce qu'on pourrait appeler le détournement de malades. Autre commune, mais toujours un dénominateur commun. L'exercice d'une profession dans l'illégalité. Dans cette enceinte, on se croirait dans un magasin de stockage de matériel de cinéma ou de pièces de musée. Mais non, c'est bien le plateau technique, acquis sans doute de haute lutte, qu'offre l'ONG Comupars à ses visiteurs. La carte d'opération est vétuste. Vous constatez qu'il n'y a pas une salétique conventionnelle qui est là. Et les bouteilles d'oxygène, il n'y a pas de manomètre, il n'y a pas de raccord, ni rien. Donc les opérations se passent dans des conditions qui ne sont pas hygiéniques. La commune d'Adjamé n'est non plus à l'abri. Centre de secours, la gloire. Ici, il faut sans doute le secours du ciel, après être passé à la caisse pour qu'ensuite gloire lui revienne à lui seul. Dès que cette mousse-là est du sang, d'une patience, on ne peut plus stériliser, on ne peut plus faire quoi que ce soit. C'est une source de contamination pour les autres femmes à venir. La santé, jusqu'où peut-elle permettre aux offreurs et demandeurs de soins de se rencontrer? En tout cas, le ministère de la Santé, par sa direction des établissements et des professions sanitaires DEPS, suit de près le mouvement. On peut peut-être le dire, la traque au hors-la-loi de la santé a commencé et les jours qui viennent livreront certainement les tendances. Attendons donc de voir Kessambi. Le programme présidentiel d'urgence PPU améliore le quotidien des populations de la région du Tchologo. Les populations de Fekese-Dougou et de Wangolo-Dougou ont reçu 3 ambulances médicalisées et divers dons d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA. Le reportage de Kader Sogodogo est commenté pour vous par Charles Tatou. 3 ambulances médicalisées, 6 000 chaises, matériel de bureau et divers équipements constituent le don que vient de recevoir les populations de la région du Tchologo. Ce don fait suite à la récente visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans cette région du pays. Le chef de l'État répond ainsi à sa volonté d'améliorer le quotidien des populations ivoiriennes. Ce sont des ambulances qui viennent combler un vide, eu égard un peu à l'éloignement de ces contrées, vis-à-vis des centres de référence, par exemple Korogo et consorts. Voilà, après le passage du président, les populations avaient secrètement exprimé ces vœux-là et le président les a satisfaits aujourd'hui. D'un coût global d'environ 1 milliard de francs CFA, ce don a été réparti entre les départements qui composent la région du Tchologo, à savoir Fekese-Dougou, Kong et Wangolo-Dougou. Les populations bénéficiaires saluent l'action du président de la République qui leur offre une opportunité de tracer les sillons du développement de leur région. Nous sommes comblés. Et pour nous, c'est une phase de renaissance qui commence pour nos populations. Il y a beaucoup de projets qui sont en vue. Ici, nous avons qu'un avant-goût de ce qu'ils nous ont promis et nous en félicitons. Les populations peuvent crier un ouf de soulagement. Le personnel s'en réjouit parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons réagir efficacement sans avoir pour souci de perdre vraiment des patients. Avec tous ces moyens conséquents déployés par l'État,
La région du Tchologo, avec elle, tout le district des Savanes, va sans nul doute maintenir le cap de la réconciliation, gage du développement. Le ministère en charge de la Défense engage la lutte contre les coupeurs de route. Le ministre Paul Kofi Kofi vient d'achever une tournée à l'intérieur du pays pour mobiliser les troupes contre les braqueurs. Le reportage de Mamadou Kouassi. Au cours de cette tournée qui a conduit le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, dans plusieurs localités à l'intérieur du pays, des coupeurs de route arrêtés lui ont été présentés à Ara et à Yamsokro. Le phénomène a atteint des proportions inquiétantes ces derniers temps au point de créer une psychose au sein des populations ivoiriennes. Les attaques des véhicules, tout usage confondu, ou des convois de personnalités, souvent avec mort d'hommes, sont devenues monnaie courante. C'est en tenant compte de cette situation que le président de la République, Alassane Ouattara, a dépêché sur le terrain le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, pour apprécier l'ampleur du phénomène. Aux différentes rencontres qu'il a eues avec, entre autres, les populations des régions du Zi, du Ifou, du Bélier, du Béquet, de la Bagoué, du Ouorodougou et du Tchologo, Paul Kofi Kofi a assuré que l'État ne saurait se dérober de son devoir. Ce phénomène de coupeur de route que nous connaissons ces derniers temps, nous avons le devoir et l'obligation de le traiter. L'État ne peut pas se cacher derrière les malfrats. C'est le contraire. Nous n'allons pas reculer, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Un avertissement à tous ceux qui, comme à cet endroit entre Ferseké-Dougou et Congo, à la veille de la récente visite d'État du président de la République dans le district des Savanes, ont attaqué le convoi du directeur général de l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ADDR. Avertissement également à ces bandits de grands chemins qui continuent d'écumer les routes ivoiriennes. Et la brigade de la salubrité urbaine retrousse ses manches pour venir à bout des nuisances sonores. Les agents de cette brigade ont décidé de passer à la phase répressive après plusieurs semaines de sensibilisation. Des caisses à musique de certains bars ont été saisies et mises en fourrière. Visite inopinée cette semaine dans les bars des communes d'Abidjan. La brigade de l'Agence nationale de salubrité urbaine est passée ainsi à la phase de répression contre les gérants de bars qui, malgré la sensibilisation, continuent la nuisance sonore. Des gérants de bars de plusieurs quartiers ont été rappelés à l'ordre et ont vu ainsi leurs outils de travail confisqués. Tout ce maquis, il y a des maisons d'habitation, il y a des populations qui dorment. Et à 1h du matin, on entend le bruit là. On ne peut pas accepter ça. C'est inadmissible. Des gérants reconnaissent avoir déjà été avertis par la brigade quelques semaines plus tôt, quand d'autres disent n'avoir pas l'information. Mais tous souhaitent que la mesure ne couvre pas tous les jours de la semaine. Engagée à faire de nos quartiers des cités de repos, la brigade de l'Agence nationale de salubrité n'a pas encore annoncé une date pour la fin de ces patrouilles. Et le reportage de Serge Gongomé était commenté pour vous par Thérèse Tapé-Yoboué. À l'initiative de la mairie de Yopougon et en collaboration avec l'organisation Transparency Justice, les populations de cette commune ont reçu une formation sur les lois régissant la Côte d'Ivoire. Le reportage de Patricia Omouitia. Combien sont-ils les Ivoiriens qui méconnaissent leurs droits ou qui en abusent? Combien sont-elles les victimes d'exactions de viol qui ne savent que faire par pure ignorance de leurs droits? Dans la commune de Yopougon, le constat est amer. Il suffit de faire un tour dans les commissariats et gendarmeries pour s'en convaincre. Notre police, notre gendarmerie s'immiscent dans les affaires qui ne les intéressent pas. Au point où les commissariats et les gendarmeries sont remplis. Et ils font du zèle. Pour rien d'une dette que quelqu'un n'a pas pu payer, alors c'est eux qui mettent les gens en prison. Et quand tu t'adresses à eux, ils te disent il faut t'adresser au plaignant, s'il est d'accord, c'est ça. Sinon, s'il n'est pas d'accord, nous on défait. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'il y a des erreurs judiciaires, il y en a partout. Mais il faut faire en sorte que les erreurs soient les moins possibles et que ce ne soit pas le fait d'hommes. C'est pourquoi il faut améliorer la qualité de la justice, faire en sorte qu'on ait des outils performants, qu'on mette en place des mécanismes pour accélérer les procédures et faire en sorte que les plus méritants soient au meilleur poste. En initiant cet atelier de formation qui a regroupé chefs coutumiers traditionnels, communauté de la CEDEAO, organisations de jeunesse, ONG et le grand public de la commune, le maire Kafana Kone entend donc aider ces populations à mieux s'imprégner des lois ivoiriennes. Nous nous inscrivons entièrement dans la volonté du chef de l'État de faire de ce pays un État de droit où chaque citoyen est conscient de son rôle, de ses droits et où chaque agent de l'État joue pleinement son rôle
en comprenant que nous sommes au service des populations. Pour Malan et Ounou-Kan Laurent, président de l'ONG Transparency Justice, cet atelier de formation vise à enseigner les voies et les formalités prescrites par les lois ivoiriennes aux auditeurs. La formation co-assurée par l'ONG Transparency Justice et une ONG allemande a permis aux participants de se familiariser aux règles et procédures d'accès à la justice. Cette action de sensibilisation des populations à mieux cerner les règles et procédures d'accès à la justice est à encourager et à étendre aux autres communes du pays, car connaître ses droits et ceux des autres est un gage de protection des personnes et des biens. Et on parle maintenant de la célébration de la quinzaine du Moronou. Le préfet de Bongouanou a appelé donc les populations à la réconciliation. Les cadres aussi ont été appelés à la réconciliation pour le développement de la localité. Les rituels de purification et de libation sont les préalables pour la réussite des grandes cérémonies chez le peuple haï. À Bongouanou, cette tradition est bien respectée. Confiée à Dieu, la quinzaine du Moronou, cérémonie du premier anniversaire de la région du Moronou, sera l'occasion de réconcilier les fils et filles de cette région. Selon Henriette Nemlin Ouandé, préfet de la région du Moronou, il est temps que le développement soit une réalité à Bongouanou et dans le Moronou. Toutes les réunions que nous convoquons, il n'y a personne. Quelquefois, en fait, tous les communiqués, on a 2 ou 3 cadres. Or, cette région regroupe une quantité incroyable de cadres et des cadres très importants qui occupent de hauts rangs dans l'administration. Et donc nous voulons briser ce mur pour que ces cadres puissent nous aider à développer leur région. Une initiative saluée par les cadres de la région. Il n'y a pas d'union sans rassemblement. Ça sera certainement un pas supplémentaire dans le sens de l'unité qui est un préalable au développement. L'unité et la solidarité. Et je pense que c'est une bonne occasion pour tous de se retrouver autour de nos autorités administratives pour travailler de concert. Une conférence publique animée par Monseigneur Paul Siméon Awana, évêque du diocèse de Bouaké, sur le thème réconciliation et paix, a été l'occasion pour lui d'inviter les cadres à tourner la page de la crise post-électorale pour le développement de leur région. Une nuit à la belle étoile sur la plage de Copacabana à Rio, au Brésil. 3 millions de jeunes catholiques sont venus assister à la messe célébrée par le pape François aujourd'hui. Une messe pour marquer la fin de la 28e édition des Journées mondiales de la jeunesse. Plus fort que Woodstock, plus fort que les Rolling Stones, 2 millions de personnes rassemblées sur la célèbre plage de Copacabana au Brésil avec le pape François pour l'avant-dernière veillée de prière des Journées mondiales de la jeunesse. Le premier pape sud-américain à 76 ans a fait preuve d'une énergie débordante pour son premier voyage à l'étranger de son pontificat avec des phrases de choc qui marquent les esprits. Jésus est plus fort que la Coupe du Monde. Jésus est plus fort que le football. Il a invité les jeunes catholiques du monde entier à suivre les pas de Jésus en s'engageant sur le terrain social et politique pour changer le monde et devenir des acteurs du changement. Garçons et filles, s'il vous plaît, ne mettez pas fin vous-même à l'histoire. Soyez des protagonistes. Pour l'avenir, donnez un coup de pied vers l'avant. Construisez un monde meilleur, un monde de frères et de sœurs, un monde juste, un monde d'amour et de paix, de fraternité, de solidarité. Sa personnalité a tout emporté, un pape superstar, un pape populaire auprès des jeunes. Parmi la foule des pèlerins, il a martelé son message à faire des disciples. Le thème de cette année, c'est aller de toutes les nations faire des disciples. Donc c'est tout le monde entier, appeler tout le monde à... Voilà. Nous sommes venus au nom de Jésus pour saluer le Saint-Père et nous bénir. L'influence de l'Église s'érode et en centrant ses discours sur la justice sociale, sur l'aide des jeunes aux plus âgés, le pape François a montré le visage d'une autre mondialisation. Le pape François communique un message de simplicité et de prière. Je pense que c'est vraiment ce dont l'Église a besoin, direct et simple. Pour moi, c'est la première fois que j'ai l'opportunité de vivre un tel événement, d'être avec plusieurs jeunes de plusieurs d'autres pays.
Des journées fortes et chaleureuses remplies de ferveur entre le pape et les jeunes qui ont aussi été marquées par d'importants couacs et des manifestations en tout genre. Des incidents qui soulèvent des interrogations sur la capacité du Brésil à organiser le mondial du football en 2014 et les Jeux olympiques en 2016. Merci à vous tous de votre attention. Ce soir à 23h, retrouvez Fatou Fofana. Demain 20h, Ali Derasouba.